Entre chien et loup. Entre chien et loup. Avec Eugène Cancelier, alchimiste. Entre chien et loup. Eugène Cancelier, commentateur du Triomphe hermétique de Limogeon de Saint-Didier, Bibliotheca Hermetica, de Noël, éditeur. Io spero di vincere quello che mai non fu e detto. Entre chien et loup. Fecero proporre Entre chien et loup. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Entre chien. Où nous commençons par l'entretien d'Eudoxe et de Pyrophile sur l'ancienne guerre des chevaliers. Pyrophile. Ô moment heureux qui fait que je vous rencontre en ce lieu. Il y a longtemps que je souhaite avec le plus grand empressement du monde de pouvoir vous entretenir du progrès que j'ai fait dans la philosophie par la lecture des auteurs que vous m'avez conseillé de lire pour m'instruire du fondement de cette divine science qui porte par excellence le nom de philosophie. Eudoxe. Je n'ai pas moins de joie de vous revoir et j'en aurai beaucoup d'apprendre quel est l'avantage que vous avez tiré de votre application à l'étude de notre sacrée science. Pyrophile. Je vous suis redevable de tout ce que j'en sais et de ce que j'espère encore pénétrer dans les mystères philosophiques, si vous voulez bien continuer à me prêter le secours de vos lumières. C'est vous qui m'avez inspiré le courage qui m'était nécessaire pour entreprendre une étude dont les difficultés paraissent impénétrables dès l'entrée et capable de rebuter à tout moment les esprits les plus ardents à la recherche des vérités les plus cachées. Mais grâce à vos bons conseils, je ne me trouve que plus animé à poursuivre mon entreprise. Eudoxe. Je suis ravi de ne m'être pas trompé au jugement que j'ai fait du caractère de votre esprit. Vous l'avez de la trempe qu'il faut l'avoir pour acquérir des connaissances qui passent la portée des génies ordinaires et pour ne pas mollir contre tant de difficultés et qui rendent presque inaccessible le sanctuaire de notre philosophie. Je loue extrêmement la force avec laquelle je sais que vous avez combattu les discours ordinaires de certains esprits qui croient qu'il y va de leur honneur de traiter de rêverie tout ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit dit que d'autres puissent découvrir des vérités dont eux n'ont aucune intelligence. Pyrophile. Je n'ai jamais cru devoir faire beaucoup d'attention au raisonnement des personnes qui veulent décider des choses qu'ils ne connaissent pas, mais je vous avoue que si quelque chose eût été capable de me détourner d'une science pour laquelle j'ai toujours eu une forte inclination naturelle, ça aurait été une espèce de honte que l'ignorance a attachée à la recherche de cette philosophie. Il est fâcheux en effet d'être obligé de cacher l'application qu'on y donne, à moins que de vouloir passer dans l'esprit de la plupart du monde pour un homme qui ne s'occupe qu'à de vaines chimères. Mais comme la vérité, en quelque endroit qu'elle se trouve, a pour moi des charmes souverains, rien n'a pu me détourner de cette étude. J'ai lu les écrits d'un grand nombre de philosophes aussi considérables pour leur savoir que pour leur probité, et comme je n'ai jamais pu mettre dans mon esprit que tant de grands personnages fussent autant d'imposteurs publics, j'ai voulu examiner leurs principes avec beaucoup d'application, et j'ai été convaincu des vérités qu'ils avancent, bien que je ne les comprenne pas encore toutes. En manière d'introduction à la suite de notre parcours à la recherche du grand arcane, nous venons d'entendre le début de l'entretien d'Eudoxe et de Pyrophile sur l'ancienne guerre des chevaliers. Notre cavalier tente maintenant de sauter un nouvel obstacle en conduisant sa monture, notre fidèle ami, sur le sentier de la pierre philosophale.
À confondre ou à ne pas confondre avec la pierre des philosophes, monsieur Cancelier? Ou quelle différence entre les deux? Elle est très nettement indiquée chez Limoges. La pierre, tout simplement. Il dit la pierre des philosophes, c'est en effet la pierre des philosophes, puisque c'est elle que les philosophes choisissent au commencement de leur travail. Car attention aussi, philosophe est là vraiment dans son acception. Le vocable, le substantif s'est détourné de son acception avec les philosophes, les encyclopédistes, qui n'ont rien à voir avec les philosophes hermétiques. Ah non, ça c'est très important. Donc la pierre du philosophe... Alors, la pierre des philosophes, c'est la pierre brute. C'est celle-là même des francs-maçons. Chez eux, les francs-maçons sont très riches de symboles hermétiques autour d'eux, dans leur loge, dans leurs manuels aussi et dans les livres anciens. C'est la pierre brute qu'il faut équarrir. On le sent d'ailleurs dans Limoges, c'est le sujet minéral que le philosophe, qui prend alors le nom d'artiste parce qu'il va travailler au fourneau, c'est donc ce sujet minéral qui est pris. Ce sujet minéral duquel tous les philosophes, tous les alchimistes ont dit, tous, c'est unanime, même dans les petits traités du Moyen-Âge, qu'elle est méprisée, qu'elle est vile, qu'elle ne coûte pas. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. C'est un minéral, elle est tirée de la terre. Elle est pierre parce qu'elle est solide, parce que on doit la broyer avec le pilon dans le mortier pour la facilité de la fusion subséquente, car les opérations alchimiques commencent toujours par la fusion, c'est nécessaire. Si on travaille par voie sèche, c'est-à-dire par la voie du creuset, au foyer. Mais justement, il y a une remarque de Pyrophile dans les entretiens. Il dit « La matière philosophique n'a besoin de quoi que ce soit autre que d'être dissoute et coagulée. Il faut donc qu'il travaille sur une matière liquide, la pierre étant solide. » Pour les alchimistes, une dissolution, c'est une fusion. Un corps dur qu'on fait entrer en fusion, par là même est dissous. Par l'intermédiaire d'un feu. Par l'intermédiaire du feu que nous qualifierons, si vous voulez, pour le distinguer de l'autre plus noble, le feu commun, le feu élémentaire. C'est d'ailleurs le feu est un des 4 éléments dont parlent toujours les alchimistes. D'ailleurs, la pierre philosophale, qui reçoit comme hiéroglyphe l'étoile à 6 branches, c'est l'accord parfait des 4 éléments. Le triangle du feu qui pénètre en sens inverse, celui de l'eau, l'accord du feu et de l'eau étant réputé impossible, nous avons déjà l'étoile, mais il y a les 2 triangles qui représentent et qui sont coupés à la pointe, le triangle de la terre et le triangle de l'air. Et du fait que les 2 triangles se sont pénétrés, celui du feu et de l'eau, vous avez les petites barres. Si on applique bien le dessin triangulaire sur l'autre, c'est-à-dire avec les sommets inversés, n'est-ce pas? On a les pointes qui sont traversées de la barre, qui indiquent les 2 triangles de l'air et de la terre. Et c'est l'association parfaite des 4 éléments. Eudoxe ajoute « Il y a bien de la différence entre déclarer positivement que telle ou telle matière n'est pas le véritable sujet de l'art, comme ils font touchant l'or et le mercure, et donner à connaître sous des figures et des allégories les plus importants secrets aux enfants de la science qui ont l'avantage de voir clairement les vérités philosophiques à travers les voiles énigmatiques dont les sages savent les couvrir.
Dans le premier cas, les philosophes disent négativement la vérité sans équivoque. Mais lorsqu'ils parlent affirmativement et clairement sur ce sujet, on peut conclure que ceux qui s'attacheront au sens littéral de leurs paroles seront indubitablement trompés. Les philosophes n'ont point de moyens plus assurés pour cacher leur science à ceux qui en sont indignes et la manifester aux sages, que de ne l'expliquer que par des allégories dans les points essentiels de leur art. C'est ce qui fait dire à Artephius que cet art est entièrement kabbalistique, pour l'intelligence duquel on a besoin d'une espèce de révélation. La plus grande pénétration d'esprit, sans le secours d'un fidèle ami, qui possède ces grandes lumières, n'étant pas suffisante pour démêler le vrai d'avec le faux. Aussi est-il comme impossible qu'avec le seul secours des livres et du travail, on puisse parvenir à la connaissance de la matière et encore moins à l'intelligence d'une pratique si singulière, toute simple, toute naturelle et toute facile qu'elle puisse être. Le grand arcane. Le grand arcane, l'arcane, point n'est besoin même de lui ajouter l'épithète, mais enfin, c'est tout de même le grand arcane, c'est la pierre philosophale. Le grand arcane, arcane veut dire secret, n'est-ce pas? C'est le grand secret. Mais arcane se présente souvent dans le grand œuvre. Voyez par exemple, nous parlions tout à l'heure du feu, de ce feu secret dont parle Limogeon de Saint-Didier et qui naturellement n'est pas celui de nos fourneaux. C'est un arcane très grand aussi. D'ailleurs, on peut bien dire que le triomphe hermétique roule beaucoup sur cette connaissance du feu secret, qui est en même temps le sel, car c'est un sel. Il le dit, Limogeon, d'ailleurs. Là, il entre directement dans la chimie. Mais dans la chimie, pas la chimie... Oui, l'alchimie, au fond, attention, je tiens bien à le préciser. L'alchimie, c'est la chimie. Mais la chimie qui tient compte de la puissance du cosmos. Oui, et c'est pour cela que Limogeon de Saint-Didier fait dire à Pyrophile « Je relirai Artephius avec plus d'application que je n'ai encore fait, et je me souviendrai fort bien que vous m'avez dit que le feu secret des sages est un feu que l'artiste prépare selon l'art, ou du moins qu'il peut faire préparer par ceux qui ont une parfaite connaissance de la chimie. » Voilà, très bien. Seulement, admettez que ce sel soit l'azotate de potasse, c'est-à-dire le salpêtre, ou si vous préférez encore, le nitre. Il est vulgaire, là. Mais si, par exemple, vous tirez ce nitre de la rosée, c'est tout autre chose, car il y a un nitre subtil qui est précisément dans les eaux supérieures, car il y a les eaux inférieures et les eaux supérieures. D'ailleurs, c'est bien resté avec le vocable poétique « onde ». Les ondes, même celles qui transportent notre parole, ce sont les eaux supérieures de la Bible, de la Genèse. À l'origine, Dieu sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. Là, il y a un nitre subtil, et les anciens ne l'ignoraient pas. Et René Allot a eu une idée excellente, et c'est ce qui prouve bien
et qu'il a travaillé lui-même. Unir le mutus liber et le triomphe hermétique parce que tous deux se complètent. Les opérations qui sont données par Althus dans son mutus liber, c'est-à-dire dans son livre muet, C'est une série de gravures, je crois qu'il faut dire. ce sont des planches, des gravures sans paroles. C'est-à-dire sans paroles écrites, plus exactement, parce qu'elles sont bien éloignées, ces planches, d'être sans voix. C'est le symbole qui parle, et croyez bien que le symbole parle toujours beaucoup plus honnêtement que la parole écrite. Or, le mutus liber, c'est la préparation du fameux feu secret. Et c'est très important, et je vous assure que les manipulations sont données presque en clair pour celui-là qui, évidemment, travaille. Est-ce que vous pouvez vous servir de ces expériences données par Limogeon, par le mutus liber? Est-ce qu'elles sont toujours valables? Est-ce que vous pouvez les suivre? Ah oui, au laboratoire je ne fais rien d'autre que font eux-mêmes les chimistes dans les leurs. Mais voyez, où le travail diffère, où l'action diffère, c'est que elle est philosophique dans le laboratoire de l'alchimiste. Vous me direz philosophique, ça ne veut pas dire grand-chose. Si, tout de même. Tout de même. Philosophique parce que l'alchimie, qui a toujours existé semblable à elle-même, l'alchimie est accompagnée d'une philosophie. Ça, c'est très important. La chimie ne peut pas en dire autant. Bien mieux, c'est une déviation de l'alchimie. C'est pas l'alchimie qui a donné naissance à la chimie, et elles ont toujours existé. Parallèlement. Il suffit de lire les traités les plus anciens, les traités du plus lointain Moyen-Âge, ceux-là que nous ont apportés dans leur bagage, les croisés, que nous ont apportés les Templiers. Tous ces traités qui, par les Arabes, nous sont venus des Grecs d'Alexandrie. L'alchimie a toujours été ce qu'elle est maintenant. La chimie, elle, s'est installée à côté, souvent des alchimistes déçus, et qui, en faisant des recherches empiriques, en prenant non pas la matière que les philosophes, que la tradition maintient, n'est-ce pas, en prenant toutes sortes de choses. D'ailleurs, c'est condamné par les classiques, toujours ils insistent là-dessus. Vous le voyez bien dans le combat, dans la dispute de l'or, du mercure, avec la pierre des philosophes. Les reproches que la pierre adresse, mais le mercure étant mélangé à toutes sortes de choses, les mauvais alchimistes, dirais-je, en cheminant en dehors de la bonne voie, ont trouvé beaucoup de choses qui ont été les inventions qui d'ailleurs ont beaucoup servi dans la vie des humains. Tous les produits chimiques qu'on connaît déjà depuis longtemps. Il ne se trouvera personne de bon sens et craignant Dieu qui n'entre dans ses sentiments et qui ne doivent être entièrement persuadés que pour réussir dans une si grande et si importante entreprise, il ne faille supplier incessamment la bonté divine d'éclairer nos esprits et de donner sa bénédiction à nos travaux. Il ne me reste plus qu'à vous rendre de très humbles grâces de ce que vous avez bien voulu me traiter en enfant de la science
me parler sincèrement et m'instruire dans de si grands mystères, aussi clairement et aussi intelligiblement qu'il est permis de le faire, et que je pouvais le souhaiter. Je vous proteste que ma reconnaissance durera tout autant que ma vie. De Saint-Didier attachait, on l'a vu au cours de 2 précédentes émissions, un très grand prix au traité anonyme de l'ancienne guerre des chevaliers, dont il avait reçu d'un savant philosophe l'excellente traduction en latin, exécutée sur le texte allemand, original et fort laborieusement retrouvé. Il attribuait, disions-nous, tant de valeur à cet écrit qu'il n'y vit rien moins que le triomphe hermétique ou la pierre philosophale victorieuse, et qu'il y adjoignit le précieux commentaire que l'on connaît partiellement sous forme d'entretien entre le maître Eudoxe et son disciple Pyrophile. On comprend que l'élève, Jean-Louis Cavalier, aborde avec chaleur le maître Eugène Cancelier, à qui il est redevable de tout ce qu'il sait, et même de ce qu'il espère apprendre encore avec nous. La pierre philosophale qu'on trouve à l'issue de la grande coction, à la fin du grand œuvre, ne sert pas à la transmutation métallique, je tiens à le préciser. C'est une pierre qui se présente sous l'aspect d'un très beau rubis, qui est très dur et à la fois très dense et très fusible, c'est ce qui est fort singulier. Cette pierre ne transmue pas les métaux inférieurs, les métaux vulgaires. Il faut tout d'abord que le philosophe, que l'adepte qui a reçu ce qu'ils appellent eux-mêmes le don de Dieu, il faut qu'il distrait une certaine partie de cette médecine et la projette sur l'or. À ce moment-là, il obtient la pierre transmutatoire qui est propre au règne minéral. Est-ce que, par exemple, c'est une question naïve, je ne sais pas comment elle peut être reçue, est-ce qu'une pierre de lune peut changer une certaine conception des choses? Ah, ça, je ne sais pas, c'est un autre monde. La lune, en tout cas, sert tellement à notre existence ici-bas. Tenez, comme c'est curieux, lorsqu'on fond de l'argent très pur, l'argent, pour les anciens, c'est la lune. C'est la lune. D'ailleurs, le signe alchimique, et disons même spagyrique, c'est-à-dire de chimie ancienne, qui désigne la lune, c'est le ménisque lunaire, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'on a de l'argent en fusion, lorsqu'on le verse en plaques, c'est très curieux à faire, se produit un phénomène que la chimie a bien expliqué, en ce sens que l'argent fondu absorbe l'oxygène. En tout cas, il se produit le phénomène du rochage. En refroidissant, l'argent, n'est-ce pas, éclate en surface en une multitude de cratères, donnant absolument l'aspect lunaire. C'est très curieux.
Alors, bien sûr, la pierre de lune, c'est autre chose. Dans la chimie ancienne, c'est l'azotate de potasse fondu. On appelait cela aussi la pierre infernale. C'est-à-dire la pierre infernale, c'est plus exactement l'azotate d'argent. Remarquez donc que le terme de pierre est pris en plusieurs sens différents, et particulièrement par rapport aux 3 différents états de l'œuvre. Ce qui fait dire à Gébert qu'il y a 3 pierres, qui sont les 3 médecines répondant aux 3 degrés de perfection de l'œuvre, de sorte que la pierre du premier ordre est la matière des philosophes, parfaitement purifiée et réduite en pure substance mercurielle. La pierre du second ordre est la même matière cuite, digérée et fixée en soufre incombustible. La pierre du troisième ordre est cette même matière fermentée, multipliée et poussée à la dernière perfection de teinture fixe, permanente et tingente, et ces 3 pierres sont les 3 médecines des 3 genres. Remarquez de plus qu'il y a une grande différence entre la pierre des philosophes et la pierre philosophale. La première est le sujet de la philosophie considérée dans l'état de sa première préparation, dans lequel elle est véritablement pierre, puisqu'elle est solide, dure, pesante, cassante, friable. Elle est un corps, dit Philalèthe, puisqu'elle coule dans le feu, comme un métal. Elle est cependant esprit, puisqu'elle est toute volatile. Elle est le composé, et la pierre qui contient l'humidité qui court dans le feu, dit Arnaud de Villeneuve dans sa lettre au roi de Naples. C'est dans cet état qu'elle est une substance moyenne entre le métal et le mercure, comme dit l'abbé Synesius. C'est enfin dans ce même état que Gébert la considère quand il dit en 2 endroits de sa somme « Prends notre pierre », c'est-à-dire, dit-il, la matière de notre pierre. Tout de même que s'il disait « Prends la pierre des philosophes », qui est la matière de la pierre philosophale. Ces distinctions vous serviront beaucoup pour développer le sens embarrassé des écritures philosophiques et pour éclaircir plusieurs endroits de l'auteur sur lesquels vous avez des questions à me faire. Est-ce que la découverte de l'arcane se fait brutalement ou, comme dans la science traditionnelle, il y a une approximation et une approche Oh, il n'y a de pas la de vérité. surprise, ça vous avez raison de le faire remarquer. Il n'y a pas de surprise, non, non. On va jusqu'au bout, très positivement, par le raisonnement. Car, attention, l'alchimie, c'est une science exacte. Quand je dis la pierre des philosophes, admettez que ce soit un sulfure d'un métal blanc. Admettez que ce soit la galène, le sulfure de plomb. C'est lui que j'emploie. Je fais des opérations très réelles. Il ne faudrait pas tomber dans cette alchimie spirituelle que beaucoup d'auteurs veulent répandre. Non, non, ce ne sont pas des expressions chimiques qui se rapportent à des conceptions intellectuelles, ou plutôt qui servent de base. Non, 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 j'emploie très réellement les mêmes ustensiles, pinces, creusets, cornues. Je fais très exactement le même travail que le chimiste. Donc on peut dire que c'est la chimie qui est une science exacte. La chimie est une science exacte et l'alchimie l'est aussi parce qu'elle travaille comme elle. Avec cette différence, je vous répète, qu'elle tient compte des influences cosmiques. Et aussi, oui, même disons, de la position solaire, de la position lunaire.
C'est très important, ça se sent. Il suffit de travailler au laboratoire pour savoir combien il est important de prendre en considération les conditions extérieures et particulièrement celles du ciel. Alors, est-ce que dans ces conditions, vous avez assez de moyens d'investigation pour reconnaître l'influence exacte des astres et du cosmos? Mais très réellement. Mais je vais plus loin. Je peux vous dire, par exemple, que l'alchimiste, bien avant qu'on s'en soit aperçu, en chimie, en physico-chimie, l'alchimiste savait que l'esprit et la matière ne faisaient qu'un, que l'esprit est posant, l'esprit est de la matière. L'esprit est recueilli. Ce que les anciens appelaient l'esprit universel, nous le recueillons. N'est-ce pas? Dans un corps qui lui convient. Ah, il est très délicat, il est farouche cet esprit, mais on le retient comme un physicien, comme un chimiste, on le retient, on voit sa couleur, il est vert. L'esprit universel est vert, et il pèse même lourd. Il se présente pour moi de vérifier le poids de l'esprit en grammes, vous entendez bien, en grammes. C'est très simple. Connaissant le poids du véhicule, lorsque j'y ai incorporé l'esprit, par une simple soustraction du poids total obtenu, je sais le poids de l'esprit et j'en connais la couleur. Il est vert. C'est ce que les anciens ont appelé le vitriol philosophique. Mais philosophique, parce que ça n'est évidemment pas le sulfate de fer. Lettre au vrai disciple d'Hermès, extrait. Je vous avoue sincèrement que la pratique de notre art est la plus difficile chose du monde, non par rapport à ses opérations, mais à l'égard des difficultés qu'il y a de l'apprendre distinctement dans les livres des philosophes, car si d'un côté elle est appelée avec raison un jeu d'enfant, de l'autre elle requiert en ceux qui en cherchent la vérité par leur travail et leur étude, une connaissance profonde des principes et des opérations de la nature dans les trois genres, mais particulièrement dans le genre minéral et métallique. C'est un grand point de trouver la véritable matière qui est le sujet de notre œuvre. Il faut percer pour cela 1000 voiles obscures dont elle a été enveloppée. Il faut la distinguer par son propre nom, entre 1 million de noms extraordinaires dont les philosophes l'ont diversement exprimé. Il en faut comprendre toutes les propriétés et juger de tous les degrés de perfection que l'art est capable de lui donner. Il faut connaître le feu secret des sages qui est le seul agent qui peut ouvrir, sublimer, purifier et disposer la matière à être réduite en eau. Il faut pénétrer pour cela jusque à la source divine de l'eau céleste qui opère la solution, l'animation et purification de la pierre. Il faut savoir convertir notre eau métallique en huile incombustible par l'entière solution du corps, d'où elle tire son origine, et pour cet effet, il faut faire la conversion des éléments, la séparation et la réunion des trois principes. Il faut apprendre comment on doit en faire un mercure blanc et un mercure citrin. Il faut fixer ce mercure, le nourrir de son propre sang, afin qu'il se convertisse en soufre fixe des philosophes. Voilà quels sont les points fondamentaux de notre art. Le reste de l'œuvre se trouve assez clairement enseigné dans les livres des philosophes pour n'avoir pas besoin d'une plus ample explication. Est-ce qu'on peut définir l'objet de cette science? La recherche de... Ah bien, c'est le grand œuvre, c'est indubitablement l'acquisition
de la pierre philosophale, ou, si vous préférez, de la médecine universelle. Alors, est-ce que cette science a un caractère culturel, à savoir la faire connaître à tout le monde, ou comme dit encore Limogeon de Saint-Didier, il faut s'adresser aux vrais disciples d'Hermès? Ah, non. Non, Limogeon, j'entends ce qu'il dit, bien sûr, mais croyez bien d'autre part que l'alchimie vient à son heure. L'alchimie était toujours là, cultivée par quelques-uns, mais elle vient maintenant pour répondre à un besoin. Voyez-vous, elle vient pour porter remède au conflit assez grave qui se produit en ce moment, disons même à l'université. La jeunesse est extrêmement séduite par l'alchimie. D'ailleurs, c'est un tout autre enseignement. En alchimie, il n'y a pas de livre élémentaire, si vous voulez, puis moyen, puis supérieur de premier, il n'y a pas de sixième, de cinquième, enfin, il n'y a pas une gradation pour arriver à un endroit donné. Il n'y a qu'un diplôme en alchimie, un grand, c'est l'adeptat, c'est la royale couronne de l'adeptat, c'est de réussir le grand œuvre. Et qui sont les vrais disciples d'Hermès? Les vrais disciples d'Hermès, ils les ont appelés aussi les fils de science, les amateurs de science, ce sont ceux-là qui, sans avoir réussi, sont tout de même dans la bonne voie, travaillent, font l'effort dans la bonne voie. Il ne faut pas une révélation particulière. Mais non, il n'y a pas de révélation particulière. Il y a... Je veux dire une espèce d'état de grâce, finalement. D'être choisi, d'être élu. Un peu, oui. Je n'aime pas ce mot, par exemple, d'état de conscience. C'est un état de la conscience, bien sûr, mais c'est voir tout alchimiquement, c'est-à-dire ne pas mettre de limite aux choses. N'est-ce pas? Il n'y a pas de limite aux choses. Chercher ce qu'il y a aussi au centre des choses, l'esprit de vie. Il y a dans le cheminement, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, si tant est que beaucoup arrivent, car il y a certainement des adeptes qui ne se font pas connaître, il y a un long cheminement où la patience, l'humilité, la persévérance, l'opiniâtreté sont nécessaires, mais combien d'encouragements en cours de route, sans lesquels ce ne serait pas possible qu'on continuât. Mais non, que de beauté en cours de route au niveau même de la philosophie. Est-ce que tout alchimiste devrait tendre vers le triomphe hermétique à la fin? C'est le triomphe hermétique. Croyez-vous que la pierre philosophale telle que je vous l'ai dépeinte, moi, mais telle qu'elle est dépeinte dans la littérature alchimique, mais la bonne littérature, croyez-vous que ce ne soit pas triomphal? Épître d'Aristée à son fils sur la clé d'or de la nature. Extrait. Verba Aristei patris ad filium ex caractere et idiomate scitico latino rhythmo donata. Mon fils, tous les êtres qui sont sous le ciel, divisés en espèces différentes, tirent leur origine d'un même principe, et c'est à l'air qu'ils doivent tous leur naissance, comme à leur principe commun. Comme les défauts d'une créature ne peuvent être réparés que par ce qui est d'une même nature, et que l'air est source originelle de toute chose, il s'ensuit nécessairement qu'il est la fontaine universelle. On voit manifestement que la semence, la vie, la mort, la maladie
et le remède de toutes choses sont dans l'air. La nature y a mis tous ses trésors et les y renferme, comme dans des fleurs propres et particulières. Mais c'est posséder la clé d'or que de savoir ouvrir ses fleurs et puiser l'air de l'air. Car, si l'on ignore comment il faut puiser cet air, il est impossible d'acquérir ce qui guérit généralement toutes les maladies et qui redonne la vie aux hommes. Si tu désires donc de chasser toutes les infirmités, il faut que tu en cherches le moyen dans la source commune. La nature produit le semblable par le semblable, et il n'y a que ce qui est conforme à la nature qui peut faire du bien à la nature. Apprends donc, mon fils, à prendre l'air. Apprends à conserver la clé dorée de la nature. Les créatures peuvent bien connaître l'air, mais pour prendre l'air, il faut avoir la clé de la nature. C'est véritablement un secret qui passe la portée de l'esprit de l'homme de savoir tirer de l'air l'arcane céleste. C'est un grand secret de comprendre la vertu que la nature a donnée aux choses, car les natures se prennent par des natures semblables. Un poisson se prend avec un poisson, un oiseau avec un oiseau, et l'air se prend par un autre air, comme par une douce amorce. La neige et la glace sont un air que le froid a congelé. La nature leur a donné la disposition qu'il faut pour prendre l'air. Mets une de ces deux choses dans un vase fermé, prends l'air qui se congèle alentour, recevant ce qui distille dans un vaisseau profond, étroit, épais, fort et net, à une chaleur humide, afin que tu puisses faire comme il te plaira, ou les rayons du soleil ou ceux de la lune. Lorsque tu en auras empli un vase, bouche-le bien, de peur que cette céleste étincelle qui s'y est concentrée ne s'envole dans l'air. Emplis de cette liqueur autant de vases que tu voudras, ensuite écoute ce que tu en dois faire et garde le silence. Bâtis un fourneau, place-y un petit vase moitié plein de l'air que tu as pris et scelle-le exactement. Allume ensuite ton feu, en sorte que la plus légère partie de la fumée monte souvent en haut et que la nature fasse ce que fait continuellement le feu central au milieu de la terre où il agite les vapeurs de l'air par une circulation qui ne cesse jamais. Il faut que ce feu soit léger, doux et humide, semblable à celui d'un oiseau qui couve ses œufs. Tu dois continuer le feu de cette sorte et l'entretenir en cet état, afin qu'il ne brûle pas, mais plutôt qu'il cuise, ce fruit aérien, jusqu'à ce qu'après avoir été agité de mouvement pendant un long temps, il demeure entièrement cuit au fond du vaisseau. Ajoute ensuite à cet air un nouvel air, non en grande quantité, mais autant qu'il lui en faut. Fais en sorte qu'il se liquéfie doucement, qu'il pourrisse, qu'il noircisse, qu'il durcisse, qu'il s'unisse, qu'il se fixe et qu'il rougisse. Tu sépareras ensuite la partie pure de l'impur, par le moyen du feu et avec un artifice tout divin. Puis, tu prendras une partie pure d'air, crue, que tu mêleras avec la partie pure qui a été durcie. Tu auras soin que le tout se dissolve et s'unisse, qu'il devienne médiocrement noir, blanc, dur et enfin parfaitement rouge. C'est ici la fin de l'œuvre, et tu as fait cet élixir qui produit toutes les merveilles que tu as vues. Tu possèdes par ce moyen la clé d'or, l'or potable, la médecine universelle et un trésor inépuisable.